L'expatriation en entreprise change de visage. Nouvelle destination, internationalisation, dite l'internationalisation sur place, d'équipes sédentaires, double carrière, importance des réseaux sociaux à l'étranger. Frédéric Onis, coach et dirigeant, et Philippe Pierre, consultant et sociologue, reviennent ici sur ces nouvelles formes de mobilité internationale en entreprise. Ils soulignent les coûts humains, les compétences culturelles à l'œuvre et certains enjeux d'une communication interculturelle. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. On se retrouve une nouvelle fois pour parler de mobilité internationale. Alors on a été amené à parler d'expatriation, qui est une méthode classique en fait de la mobilité internationale et historique. Mais des nouvelles formes de mobilité internationale sont nées ces dernières années et ça serait intéressant qu'avec ton œil de sociologue d'entreprise, tu nous les définisses. Oui, d'un mot, on peut dire que c'est la fin des baroudeurs expatriés. Un baroudeur, c'est quelqu'un qui va partir du siège, aller tenter de transférer un savoir, plus souvent Frédéric technique, dans un certain nombre de pays. On peut penser que c'est la fin des baroudeurs pour des raisons de coût. La mobilité a un coût, notamment quand elle se vit en famille pour des durées longues. Donc les entreprises sont de plus en plus réticentes à envoyer longtemps des expatriés du pays d'origine. Alors nouvelle forme, le raccourcissement des durées. Un exemple. À l'échelle de l'Europe, on parle d'euro-commuting. Quand on passe sa semaine à Paris, on travaille dans une grande banque d'affaires et que le week-end, on s'échappe pour rejoindre une autre capitale européenne qui est son domicile. Ça, c'est une nouvelle situation de mobilité internationale. Troisième situation dont on parle assez peu et qui sous-entend un certain nombre aussi de coûts humains, ce sont les phénomènes d'impatriation. Des cadres qui sont appréciés dans un certain nombre de pays en filiale vont rejoindre le siège pour se former, pour faire carrière. Ils en expriment le souhait. Alors ça, ce sont aussi des nouvelles situations. Expatriation, impatriation, et puis d'un mot Frédéric, les phénomènes d'internationalisation sur place. Une jeune femme ou un jeune homme sont en lien avec 3 ou 4 pays tout au long d'une journée, ne sont pas forcément formés à vivre ces expériences. Autant de situations où la variable interculturelle a une importance clé. Alors, je vais rebondir sur la dernière catégorie que tu viens de citer. Oui. L'internationalisation sur place, ça me fait penser à ces individus, femmes ou hommes, dans une entreprise, dont la fonction a été très fortement valorisée ou augmentée ces dernières années. Je pense par exemple à une assistante de zone qui avant faisait un travail de transmission d'informations et qui se voit proposer des responsabilités en termes d'organisation de conférences, en termes d'organisation de moments forts, et du coup se retrouve en situation à distance de relations professionnelles plus fortes en fait avec des personnes de cultures différentes. Quels sont pour toi les enjeux qui sont derrière ? Et un peu le dessous des cartes, comme tu aimes dire. Oui, je crois que tu as raison de souligner ce point. C'est un peu le dessous des cartes de la communication interculturelle. Il y a un discours un peu surplombant qui inviterait tout le monde à s'entendre grâce aux nouvelles technologies. Cette jeune femme dont tu parles serait en lien avec différents pays, sans percevoir, sans voir son interlocuteur. Donc on a un certain nombre comme ça de discours sur le bienfait des nouvelles technologies. On peut s'interroger. Tout n'est pas si simple. Premier élément. Deuxième élément, on oublie parfois aussi de former ces personnes qui sont en lien, en contact avec un plus grand nombre d'interlocuteurs qu'avant. Je crois que tout ça, ça renouvelle en effet le panorama de la mobilité internationale. On pourrait peut-être croire naïvement que la culture de l'entreprise, la culture globale, en fait, aide à lisser en fait, ces problèmes, que la communication en anglais qui est devenue langue universelle aussi, permettent de lisser les problèmes de rapport interculturel qui pourraient être sous-jacents à ces situations. Est-ce que c'est ton opinion ou est-ce que tu penses qu'il reste en fait des points de clivage, des points de difficulté, des frustrations en fait dans les individus qui vivent ces situations ? Moi je suis convaincu qu'il y a une face éclairée, c'est le discours officiel, celui qu'on entend, qui invite à réussir vite. Et puis il y a la face vécue, la face sombre. Ce sont les tiraillements intérieurs, quand on doit s'exprimer avec des interlocuteurs en un temps qui se rétrécit. On a 1, 2 journées
pour prendre une décision ou tenter de prendre une décision. On a 1-2 journées pour faire un audit dans un pays. On est attendu sur un reporting fiable. On voit bien à travers ces situations que ce panorama de la mobilité internationale nous invite à mettre en avant de nouvelles compétences et à prendre peut-être un petit peu plus de temps pour tenter d'avoir une posture de lucidité. Moi, j'aimerais, après ce point, revenir sur un type de mobilité internationale dont on n'a pas encore parlé, qui est celui des doubles carrières et des enjeux que cela comporte sur le plan à la fois professionnel et sur le plan familial. Quel est ton regard là-dessus? Je crois que tu as raison d'insister sur ce point, des doubles carrières. On se marie de plus en plus entre soi. Dans une même classe sociale, on va trouver son conjoint et on va vouloir, fort légitimement d'ailleurs, faire carrière. Ça, c'est un élément de complexité plus grand pour les gestionnaires de ressources humaines en entreprise. Et puis, ça occasionne des phénomènes intéressants sur l'éducation des enfants, sur parfois la mise à distance des enfants dans des collèges, dans des lycées. Et on va voir comme ça des trajectoires croisées de cadres mobiles où en fonction des destinations, phénomène nouveau, on va choisir de partir en famille, de partir à deux, de partir seul le cas échéant pour une durée plus ou moins courte. Et ça renouvelle les schémas de la mobilité internationale. Ce n'est pas un phénomène anodin. Mais quels sont les enjeux pour toi sur l'efficacité professionnelle des deux personnes, femmes et hommes, qui vivent leur carrière de manière séparée, par rapport à ces situations qui deviennent quand même complexes? Oui, je crois que ça souligne en fait qu'une expatriation réussie, elle doit prendre en compte le dedans, le dehors. L'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels tu t'appuies, des compétences professionnelles sur lesquelles tu t'appuies dans ton entreprise pour réussir, mais également ne pas oublier, en quelque sorte, à part égale, le temps d'investissement, de compréhension culturelle pour mieux comprendre les us et coutumes et mieux comprendre les partenaires en dehors de l'entreprise. Et ça, c'est de plus en plus compliqué parce que dans le cas de l'eurocommuting dont on parlait tout à l'heure, cette personne qui passe une partie de sa semaine dans une capitale et qui va vivre le week-end dans un autre pays, on peut se poser quand même la question de l'autarcie culturelle et de la véritable rencontre. Aujourd'hui, double carrière, double envie de partir à l'étranger, d'apprendre aussi. De moins en moins d'entreprises vont s'attacher à gérer ces doubles carrières. Et tu as raison de dire que ça pose de nouveaux enjeux de construction, de gestion, en quelque sorte, on peut le dire comme ça, à la fois de son investissement professionnel et puis de ses relations familiales, amicales, associatives, religieuses. On peut penser à des cadres pour qui c'est important de conserver ce lien. Ça leur assure une sécurité pour partir ailleurs. Et est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été prises par des entreprises, des initiatives nouvelles, ou est-ce que c'est un champ qui reste à explorer et une question qui reste en suspens? La question majeure, je crois que c'est celle de la formation au départ. Certaines entreprises, systématiquement, proposent aux conjoints de participer à quelques-unes de ces formations. On comprend mieux l'histoire du pays que l'on va rejoindre, sa géographie, son système politique, l'ensemble des éléments importants qu'il faut avoir en tête pour mieux réussir. On voit bien donc que le paysage bouge et qu'aujourd'hui, la mobilité internationale appelle de nouvelles compétences qu'on pourrait qualifier d'interculturelles. Oui, on le voit bien, en fait, le paysage de la mobilité internationale s'est largement complexifié ces dernières années, Philippe. Je crois que les catégories et les enjeux à l'intérieur de chacune des catégories le montrent très clairement. Ça reste un champ d'exploration non seulement sociologique, mais aussi très opérationnel pour la réussite des entreprises, pour la réussite des individus dans les entreprises. Donc c'est sûrement un sujet sur lequel on sera amené à reparler, peut-être avec des invités. Merci à tous et à bientôt. Merci Frédéric.